RDI, la radio de l'info, vous présente les rendez-vous de l'info. Bonsoir à tous, bienvenue dans le rendez-vous de l'info. Collectivité unique, il en sera question ce soir avec nos deux invités. On va éclaircir le débat pour les téléspectateurs. Fabien Canavi, conseiller général Cayenne Sud, Boris Chanxit, troisième vice-président du conseil régional, pour nous expliquer la phase à venir pour cette collectivité unique. On les avait déjà invités, mais les choses évoluent au fur et à mesure. Et puis, il y a l'échéance qui arrive bientôt. Tantanjo, Gertrude Sénin, nos invités également pour le Carré d'Or pour ce soir. Demain, il y aura Ralph Tamar et Josimas. Voilà, il va s'en passer des choses ce soir dans le rendez-vous de l'info. Bonsoir les filles, ça va bien? Ça va. T'es Annie ce soir? On va parler des plats cuisinés. Vanessa? Petit coati. Petit Coati, Oui, bel animal. exactement. Guyanais? Très bien. Allez, le rendez-vous de l'info démarre tout de suite avec le journal, tout en images. À tout de suite. Après son séminaire de samedi dernier sur les élections municipales, européennes et sénatoriales jugées très satisfaisant, le Parti socialiste guyanais a fait sa rentrée ce matin. Le parti s'est exprimé sur les grands thèmes d'actualité et affiche son ambition pour les prochaines élections, rassembler la gauche. La Guyane a un certain nombre de partis de gauche. Quand on dit tous les partis, nous ne sommes pas restrictifs. Tous ceux qui prônent les valeurs de gauche. Après, je ne vais pas vous faire une liste exhaustive. Cela veut dire que nous avons l'habitude de travailler, de nous rassembler à certains moments. Nous ferons appel au moment où nous ferons des travaux à l'ensemble des partis pour construire ensemble cette nouvelle collectivité. La prochaine échéance, c'est la collectivité unique. Sauf rebondissement, les élections se dérouleront en décembre 2015. Le PSG va présenter une liste. Elle sera élaborée après discussion avec les autres partis de gauche. Pour le moment, les contacts n'ont pas encore été établis. Nous n'avons pas de discussion. Le PSG est un parti qui a une marche en avant. Nous faisons les choses dans le temps. Nous étions sur les municipales, puis sur les européennes, puis sur les sénatoriales. Aujourd'hui, nous sommes sur la nouvelle collectivité et nous garderons la même méthode que nous avions pour les municipales. Nous avons tout d'abord décidé de nous mettre avec d'autres. Après, où ça a fonctionné, nous sommes allés, où ça ne fonctionne pas, nous allons seuls. Et nous ferons la même méthode, d'abord de consulter, et puis suivant les résultats, nous aviserons. Mais nous nous donnerons un temps de réflexion avant de nous lancer dans une liste PSG-PSG. Selon le PSG, la collectivité unique ne résoudra pas le chômage, l'enclavement, la problématique du foncier, l'économie de comptoir et son corollaire, la cistana. Il faut à la Guyane plus d'autonomie pour gérer les affaires locales. Le parti veut aller au-delà de l'article 73. Depuis plusieurs années, le Conseil régional demande au Premier ministre la compétence pour l'attribution des permis pour l'exploitation minière en mer. Une demande qui est restée vaine jusqu'à aujourd'hui. On a vu la décision du Conseil d'État qui demande au Premier ministre de bien vouloir prendre dans les 6 mois le décret d'application qui donne finalement toute la compétence au Conseil régional pour attribuer les permis. C'est une bonne chose, c'est une victoire. On est content de cette décision. Comme c'est le cas dans d'autres régions, l'État donne plus d'autonomie à la Guyane. Gérer ses propres richesses et la façon de les exploiter devrait avoir des retombées positives pour le département. La décision se retrouve finalement dans le lieu de l'exploitation et non plus au ministère. Et c'est donc sur le territoire, entre les mains des élus qui en fait dirigent en accord avec l'État ce territoire que revient la décision de l'octroi des permis sur son propre territoire. Concernant les permis d'exploitation en cours de validation, rien ne permet de savoir si le Conseil régional aura son mot à dire. Actuellement, il y a 2 permis en cours d'attribution dont l'instruction et la mise en concurrence a été faite et qui se trouvent sur le bureau des ministres et qui va donc faire l'objet d'une signature. Donc aujourd'hui, face à cette décision du Conseil d'État, en effet, la question se pose tout à fait de savoir qui signe l'attribution de ces permis.
Après cette victoire concernant l'attribution des compétences des permis en mer, la région Guyane souhaiterait obtenir l'octroi des permis miniers terrestres. Mais pour le moment, aucune demande n'a encore abouti. Cela fait 3 mois que le Parlement a adopté une version définitive du projet de loi sur l'économie sociale et solidaire, la ESS. Elle définit et oriente les actions liées à cette forme d'économie très importante en France. Alors les changements, c'est la sécurisation de la subvention, puisque pour l'instant elle n'était pas sécurisée. C'est la possibilité d'émettre des titres associatifs. C'est les relations avec les collectivités locales, l'État, etc. C'est également voir comment cette loi va être touchée par la réforme territoriale qui est en cours. Voilà, c'est toutes ces questions-là. Voilà. À partir du moment où dans les régions, il y aura un certain nombre de collectivités locales qui auront des compétences qui seront tout à fait spécifiques et qu'il y a risque de suppression de ce qu'on appelle la clause de compétence générale, c'est-à-dire la possibilité d'intervenir sur tous les champs, on risque de se retrouver avec des associations qui n'auront plus qu'un interlocuteur unique. Donc cette question-là est une question à prendre en compte et sur laquelle il faut réfléchir. Une rencontre a eu lieu aujourd'hui à la Procep pour présenter les changements apportés au projet de loi sur l'économie sociale et solidaire. Le but était de permettre aux associations du département de comprendre de quelle façon elles seront concernées. L'intérêt, c'est que le mouvement économie sociale est reconnu par une loi, ce qui n'existait pas jusque-là. Et la structuration des CRES va donner plus de force à ce qui devient aujourd'hui des organismes. Et du coup, les associations vont trouver auprès des CRES des interlocuteurs à la fois plus formés et plus au même d'un certain nombre d'éléments, mais surtout ayant une véritable légitimité auprès des pouvoirs publics. En Guyane, les associations guyanaises représentent plus de 3000 emplois, soit 11% de l'emploi privé et 90% de l'économie sociale et solidaire. Les travaux de rénovation de la cathédrale de Cayenne ont été interrompus. La direction des affaires culturelles, la DAC, a demandé l'arrêt des activités car le parvis de Sainte-Sauveur fait partie d'un ensemble classé monument historique. Les ouvriers avaient initié les travaux jeudi dernier, mais en début de semaine, le chantier a dû être interrompu d'urgence. Selon la DAC, la mairie de Cayenne aurait oublié de citer que l'ensemble est considéré monument historique. Tout travaux doit donc respecter un certain nombre de normes afin de préserver l'intégrité du bâtiment. Tenant compte que le parvis a déjà été démoli, 3 solutions sont possibles. Reposer ce qui a été enlevé, installer un nouveau parvis le plus proche possible de celui d'origine ou finalement construire un autre différent de celui d'origine. Si la 3e solution est celle retenue, les modifications apportées devront prendre en compte l'architecture des bâtiments français de l'époque. Après le succès de l'édition 2013, la région renouvelle ce week-end pour cette année 2014 l'épreuve d'équitation du Grand Caraïbe sur les terrains de la cité administrative. Un circuit organisé pour dynamiser les rencontres sportives entre la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et le Suriname. Ce Grand Caraïbe pour cette 2e édition va se dérouler ici derrière les jardins de la cité administrative du Conseil régional. C'est un partenariat très fort qu'on a avec le Conseil régional de manière à mettre en avant l'ensemble de la filière économique du cheval, l'aspect sportif également qui sera à l'honneur sur ces 3 jours de compétition puisque comme tous les ans on accueille les différentes délégations de la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, le Suriname. Une compétition validée par la Fédération française d'équitation. Chaque comité désigne une équipe de 4 cavaliers qui s'affrontent sur 3 niveaux d'épreuves fondés sur les règlements officiels. Alors c'est l'un des plus grands événements au niveau équestre, au niveau amazonien, puisque c'est surtout une grande rencontre avec la population guyanaise pour montrer qu'il y a des chevaux en Guyane, qu'il y a des activités autour du milieu du cheval, qu'il y a des métiers autour du milieu du cheval. Sur ces 3 jours de compétition, plus de 120 cavaliers et 60 chevaux sont attendus. L'ensemble des 10 centres équestres de Guyane se sont mobilisés pour proposer en plus de la compétition un panel d'activités qui permettra de mettre en selle petits et grands. L'objectif majeur et qui est partagé avec le Conseil régional, c'est démocratiser le cheval, l'équitation, l'ensemble de la filière équine, inviter un maximum de jeunes à se rapprocher de l'équitation et aussi des filières professionnelles autour du cheval, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. L'un des projets majeurs, ça sera de mettre dans les meilleurs délais un hippodrome en Guyane, parce qu'on est la seule région où il n'y a pas d'hippodrome en Guyane, et on sait qu'il y a une passion autour des courses équestres, puisqu'on le voit à travers les différents médias, support journal ou même retransmission télé, il y a une grande passion autour du cheval. L'équitation guyanaise représente aujourd'hui aux environs de 1000 chevaux pour 1000 cavaliers toutes catégories confondues. Un essor qui ce week-end sera vérifié car l'organisation du Grand Caraïbe attend aux environs de 10 000 visiteurs.
Sur le plateau du rendez-vous de l'info avec nos invités ce soir, Boris Chanxit, bonsoir. Bonsoir, monsieur Vernet. Bienvenue. Fabien Canavi, bonsoir. Bonsoir. N'oubliez pas le micro. Hein. Bonsoir. Et nos invités culturels en deuxième partie de soirée, Gertrude Sénin, de retour en Guyane, un plaisir. Et Joseph Mondésir également sera avec nous. C'est la première fois qu'on reçoit Joseph Mondésir sur le plateau. Gertrude Sénin d'ailleurs aussi. Les filles, rebonsoir. Théanie, on rappelle ce soir. On parlera des plats cuisinés. D'accord. Contre les produits frais, bien sûr. D'accord, très bien. Vanessa. Et on parlera du petit coati. Très bien. On ne sait pas si c'est animal ou autre chose. Voilà. Très bien, voilà, surprise. Allez, nos invités ce soir pour parler de la collectivité unique. Boris Chanxit, Fabien Canavi. Je vous pose une question qui a l'air toute simple. Et pourtant, comment ça se passe entre vous, le travail en commun? Comment ça se passe? Très bien. Ouais. Très bien, voilà. Je pense que nous avons tous les deux la coprésidence de la commission mixte ad hoc, qui est une création qui a été voulue à la fois par le Conseil régional et le Conseil général, et qui est, comme son nom l'indique, mixte, à savoir composé d'élus du Conseil régional et du Conseil régional, et l'entente avec le coprésident Canavi est parfaite. Alors, vous comprenez un peu ma question, c'est important, hein, puisque souvent, à l'extérieur, on essaye toujours d'opposer le Conseil général contre le Conseil régional, d'où ma question, s'il y a une entente dans le travail. Vous avez compris la question comme ça, Fabien Canavi? Oui, mais de toute façon, là, nous sommes dans une phase qu'on pourrait qualifier de technique. D'explication. Donc, le politicien n'a pas sa place. C'est en tout cas les pratiques politiciennes. D'accord? Donc, nous devons avoir une vision technique et politique aussi du sujet. Et c'est ce que nous essayons de faire. Tant mieux. Aujourd'hui, on explique effectivement aux téléspectateurs qui vote. Encore des questions qu'on a reçues sur notre réseau. Est-ce que ce sont les grands électeurs qui votent? Est-ce que ça se passe au suffrage universel? Expliquez-nous. Oui, c'est au suffrage universel direct, puisque en fait la collectivité territoriale de Guyane est la fusion du Conseil général et du Conseil régional. Les membres de chacune de ces institutions sont élus au suffrage universel direct. Donc c'est un mode de scrutin qui s'apparente à ce que l'on peut connaître lors des présidentielles, par exemple. Très bien. Oui. Je dois rajouter que c'est quand même le vote est complexe. C'est-à-dire que c'est le même système de vote que pour les élections régionales en France. C'est-à-dire les élections régionales, c'est plusieurs départements qui élisent les électeurs de plusieurs départements qui élisent des listes pour les conseils régionaux. Et c'est le même système qui sera appliqué en Guyane, sauf que nous sommes région monodépartementale, donc ce mode de vote n'a jamais été mis en œuvre. Et je dois signaler que nous sommes au sein d'une commission tripartite, donc par-delà la commission ad hoc, il y a une commission tripartite où figure aux côtés de la région et du département l'État. Et nous avons demandé depuis plusieurs mois au service de l'État d'expliciter le mode de vote à la population parce que c'est quelque chose de nouveau et de complexe pour les électeurs. Bon, ils n'ont pas encore vraiment fait, ça sera notre rôle à nous, médias, de le faire. Rodolphe Alexandre m'avait reçu dans son bureau, on avait parlé de son retour à Bruxelles, des fonds européens, également maintenant désormais gérés par la région Guyane, et nous avons aussi abordé la question de la collectivité unique. On regarde un extrait et on revient juste après. Alors on a retenu surtout manque d'informations sur la collectivité unique, on en parle là-dessus. Non, alors là c'est faux. Non, là s'il y a une collectivité, vous faites des séances d'information souvent. Alors là, s'il y a une collectivité qui est en marche pour la collectivité unique, c'est bien celle-là. Et aujourd'hui, je prends un témoin, il y a un service pour l'instant avec une personne, mais bientôt avec 3 personnes, pour favoriser le dialogue, favoriser les passerelles pour expliquer qu'est-ce que la collectivité. Je ne suis pas de ceux qui font un chantage avec le personnel. Je ne suis pas de ceux qui font une manipulation pour faire croire qu'on va vers un monde inconnu. La collectivité unique, nous l'avons choisie. Nous l'avons définie. Le calendrier est respecté. Le calendrier en son box, c'est l'État. D'accord. C'est l'État. Mais par contre, le calendrier sur le personnel, la formation du personnel, au chiffre près, je peux vous dire qui va avoir son évaluation, sa formation, son encadrement, ses grades, ses qualités, sa titularisation à la région de Guyane. Du personnel AT des lycées au personnel interne aux agences. Je crois qu'il y a un travail remarquable qui a été fait. Il ne faut pas qu'on fasse des procès là où il n'y en a pas. Sur la collectivité unique, c'était mon choix. J'ai fait un choix en disant qu'il faut préparer tout statut à venir, 74, sui generis, qu'est-ce qu'on veut, mais avant il faut le préparer. L'histoire démontre aujourd'hui que nous avions raison. Donc on prépare notre personnel. Maintenant, il y a des réunions qui sont tenues par le collègue Boris Chanxit et M. Canavi pour le département, qui fonctionnent. Les syndicats maintenant y ont accès. Je crois qu'il faut aller au prorata de la mesure du temps qu'on s'est accordé. Voilà, une question pour vous, Fabien Canavi. Lorsque Rodolphe Alexandre dit s'il y a une collectivité qui fonctionne bien,
c'est bien la nôtre. Je ne cherche pas la polémique, pas du tout ce soir. Comment ça se passe du côté du Conseil général ou au Conseil régional, on assure effectivement que tout rentre dans l'ordre, en tout cas tout va bien de votre côté? Nous sommes sur la même organisation, c'est-à-dire que nous avons 2 chargés de mission. Le président du Conseil général a un conseiller spécial pour la collectivité unique. Les 2 directeurs généraux des services donc pour le département et la région se rencontrent, et comme le signalait le président Alexandre, nous avons récemment mis en place une commission de concertation qui inclut donc les organisations syndicales aux travaux de la commission ad hoc, c'est-à-dire qu'ils se réunissent, la commission de concertation se réunit, on n'est pas au courant. Voilà, avec les administratifs de la région et du département, et en tant que de besoin, nous sommes en capacité au niveau de la commission ad hoc d'auditionner, en tout cas de nous rencontrer avec les membres de la commission de concertation, donc les organisations syndicales, pour traiter d'un sujet. Donc il y a une organisation qui est mise en place en parallèle dans chacune des collectivités qui fonctionne. Ce qu'on peut dire, par-delà ces aspects un petit peu mécaniques et techniques, depuis juillet, parce que nous sommes assistés, donc pour bien donner des précisions sur l'organisation, d'une assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc c'est le cabinet Ernst & Young qui nous assiste sur tous les aspects, sur toutes les bornes, sur toutes les étapes que nous avons à franchir, à valider pour aller vers cette collectivité unique. Mais par-delà cet aspect mécanique du travail qu'il y a à faire, depuis juillet, par le biais du CNFPT, nous avons entendu, en tout cas nous avons reçu un consultant qui a mené plusieurs rencontres et un séminaire, et qui nous a recommandé, au niveau de la collectivité unique, de passer en mode projet, c'est-à-dire d'être vraiment dans du projet, et c'est ce que nous essayons de faire. Donc les choses avancent vraiment bien. C'est important pour que le téléspectateur ne puisse pas dire on n'était pas au courant, et on parle de syndicats également au sein des 2 collectivités. On vous explique ce soir, on vous expliquera également d'ici 2 ou 3 mois. Théanie. Est-ce que collectivité unique rime aussi avec suppression d'emplois? Alors c'est la question qui revient récurrente. à chaque fois. Oui. Je pense et ce que je crois, c'est que les agents des 2 collectivités ont compris que la seule fusion du département et de la région n'aboutira pas à des suppressions d'emplois pour une raison très simple, c'est que les 2 fonctionneront au sein d'une seule et même collectivité à droit constant, c'est-à-dire que ça ne peut pas être la cause juridique de suppression d'emplois. Donc il ne faut pas que les gens s'inquiètent. Ils sont protégés par leur statut, qu'ils soient fonctionnaires ou contractuels dans la durée du statut, fonctionnaires par le Code de la fonction publique territoriale. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la survenance institutionnelle de cette fusion ne sera pas une cause de suppression d'emplois. Les choses sont très claires d'un point de vue juridique. Vous confirmez, Fabien Canavi? Je confirme. Très bien. Vanessa? Je voudrais savoir comment sera élu le président de la collectivité unique. Il y a d'abord l'élection. Donc c'est une seule circonscription, la Guyane, qui est divisée en 8 sections. C'est-à-dire que donc il y a sur ces 8 sections, si ma mémoire est bonne, il y a Cayenne, la petite couronne de Cayenne, la grande couronne de Cayenne, la section des Savanes, la section du Haut-Maroni, la section du Bas-Maroni et la section de l'Oyapock. Il y a peut-être une ou 2 que j'ai oubliées, et chacune des sections aura un certain nombre d'élus. 12 pour Cayenne, 10 pour la petite couronne de Cayenne, 8 pour Saint-Laurent, 3 pour la section de l'Oyapock, 3 pour la section du Bas-Maroni, enfin Mana-Wala, etc. Donc quand vous additionnez le nombre d'élus par section, vous avez 51 élus. Donc c'est chaque électeur dans le lieu où il vote aura le même bulletin de vote. Donc il va voter et il y aura la liste qui arrivera en tête aura une bonification de 11 sièges. Et les 40 sièges restants seront répartis à la proportionnelle, donc je passe sur le plus fort reste, seront répartis à la proportionnelle en fonction du résultat que chaque liste, y compris la liste qui a gagné, qui aura eu les 11 postes de bonification, les 40 sièges restants seront répartis à la proportionnelle entre les listes qui sont en compétition. Donc ça, c'est au deuxième tour, puisqu'il y a un premier tour à passer. Mais enfin, je veux dire que quand on va arriver au dépouillement définitif, voilà comment ça va se passer. Donc il y a une prime à la liste qui gagne. Oui, ce qui a animé la philosophie de ce mode de scrutin qui peut paraître un peu compliqué, c'était l'idée que l'ensemble du territoire soit représenté au sein de la collectivité territoriale de Guyane. Vous le savez, les populations sont réparties de manière inégale sur le territoire, et pour éviter la tentation politique que les têtes de liste
ne mettre sur les listes que des personnes qui représentaient des forts bassins électoraux. L'idée de découper le territoire en plusieurs sections électorales et d'imposer à la tête de liste qui va composer ces 51 conseillers qui formeront la dite liste, eh bien de devoir choisir des personnes qui, d'un point de vue politique, représentent des territoires, que ce soit de l'Est, de l'Ouest, du Sud ou de littoral. Comme ça, pas de frustration. Voilà, comme ça, il n'y aura pas une surreprésentation du littoral, ce qui aurait pu être une tentation politique. Parlons des ressources. Quelles seront les ressources de cette nouvelle collectivité? On parle de millions d'euros. Dites-nous comment ça va se passer en termes de ressources. Les ressources constituent un problème. Moi, je pense qu'il y a un autre problème au niveau des ressources. Dites-nous. Et là, on est vraiment dans la sphère politique parce que, premièrement, c'est l'addition. Il a été clairement dit que il n'y avait pas de ressources supplémentaires. Donc, c'est le budget du département qui sera additionné au budget de la région. Oui. Mais nous avions, en tout cas, depuis novembre 2011, posé à Mme Pinchard à l'époque le problème d'une dotation supplémentaire, ne serait-ce que pour la première mandature, pour accompagner cette nouvelle collectivité, puisque aujourd'hui, par exemple, nous engageons des frais, les deux collectivités, qui ne sont pas pris en compte par l'État, en tout cas qui ne sont pas compensés. Et par-delà cette question des ressources, comment dirais-je, du budget, des dotations, il y a aussi les ressources que la collectivité elle-même peut créer sur son territoire en fonction des marges de manœuvre législatives ou réglementaires dont elle pourrait bénéficier. Et aujourd'hui, la question reste posée. On l'a vu aujourd'hui tout à l'heure sur le sujet sur le pétrole. La question reste posée. Sans parler des fonds européens désormais gérés par la région Boris Youngsit. Oui, la question des finances est une question qui fait débat sur le point de vue politique. Puisque dès le début de la création de ces collectivités uniques, c'est le début, sa naissance juridique, j'allais dire, donc la loi de 2011, nous avions, nous les élus, identifié le fait que l'addition des dotations des deux collectivités serait insuffisante pour pouvoir faire face aux défis de la Guyane, de sa population jeune, du champ des possibles économiques en beaucoup de domaines qui n'ont pas été encore suffisamment exploités, notamment je parle d'orifères, etc. Donc nous avons pris date avec l'État, mais c'est un rendez-vous qui est un peu compliqué, pour que cette collectivité territoriale de Guyane soit l'occasion d'une mise à plat de nombreux systèmes dérogatoires qui grèvent les finances publiques des deux collectivités qui seront fusionnées au sein de la collectivité territoriale de Guyane. On parle du foncier de l'État qui ne rapporte pas d'argent à la Guyane. On parle de la dotation d'octroi de mer qui est captée par le Conseil général et qui ne va pas dans les caisses des communes. On parle de beaucoup de systèmes qui font que, eh bien, pour faire simple, les collectivités sont, par rapport à celles de métropole, en situation de dérogation et dérogation défavorable. Donc, c'est en cela que nous avons des discussions normalement devant la commission tripartite, État, département, région. Moi, je fais partie de ceux qui, d'un point de vue politique, considèrent que c'est un échec, puisque jusqu'à présent, aucune garantie ne nous a été donnée, ni même aucune solution, aucune piste pour que nous soyons au-delà de la simple addition. J'en terminerai par la fameuse dotation de fonctionnement que nous avons demandée pour la première mandature, dire que, eh bien, on a mis de l'ingénierie financière pour pouvoir mener à bien ces travaux de la collectivité unique. L'on sait très bien qu'il faudra un peu d'accompagnement. Le collègue Canavi parlait de la mission Ernst & Young, tout ça coûte des sous, et l'on voulait que l'État puisse nous donner une enveloppe qui puisse permettre d'accompagner ce changement. Et pour l'instant, ces demandes sont restées lettres mortes. Bon, d'accord, donc le travail continue. Je sais qu'on commence à dépasser le temps, mais les filles, elles ont des questions. Alors, si elles ont des questions, allons-y. Théanie, Vanessa. La loi de décentralisation de 1982 prévoyait déjà une assemblée unique, donc qui a été rejetée par le Conseil constitutionnel. Quelle est la différence avec l'assemblée d'aujourd'hui? Micro. La collectivité unique, la CTG, d'aujourd'hui, elle se fait à droit constant puisque nous restons dans le cadre de l'article 73 de la Constitution. Alors qu'il me semble que l'Assemblée unique prévue à l'époque par le député des Landes, j'oublie son nom, et puis M. Defer aussi, qui était ministre de l'Intérieur à l'époque, prévoyait peut-être un autre système législatif. Les choses ont évolué entre-temps. Vanessa. Question simple, est-ce qu'on est prêt pour la collectivité unique? Question simple, mais bonne question. Alors tout dépend du terme et de l'échéance. Jusqu'à aujourd'hui, le terme légal, ce serait mars 2015, puisque la loi de 2011 nous dit que l'élection se fera en même temps que celle des conseillers régionaux, dont les mandats expirent en mars 2015. Et là, ça pose problème. Sauf que
d'un point de vue politique, le gouvernement dit qu'il veut différer l'élection des conseillers régionaux, peut-être en décembre, ce qui pose un problème juridique, puisque ça voudrait dire que nous serions élus en décembre 2015, donc les conseillers généraux verraient leur mandat prolongé, le collègue Canavi est conseiller général, de près de 21 mois, ce qui serait sanctionné par le Conseil constitutionnel. Donc pour l'instant, il y a peu de lisibilité politique, on a quelques garde-fous juridiques. En l'état du droit, au moment où je vous parle, la loi de 2011 vous dit que c'est lors de l'élection des conseillers régionaux, donc sauf modification législative, c'est en mars 2015. Et sachez que nous travaillons d'arrache-pied. La multiplicité des réunions de la commission mixte ad hoc, qui sont désormais mensuelles, fait qu'on se prépare et on espère être prêt pour mars 2015. Allez, une réponse à cette question, Fabien Canavi, avant de boucler. Non, l'horizon, c'est mars 2015. En tout état de cause, et c'est là que je diverge un petit peu avec Boris Chonksit, c'est que moi, je pense que de toute façon, il y aura un nouvel exécutif qui va devoir, en quelque sorte, récupérer le bébé issu des deux anciennes collectivités pour vraiment mettre en place cette nouvelle collectivité. À charge pour nous, aujourd'hui, nous avons deux obligations vraiment impératives pour le passage à la nouvelle collectivité. C'est payer les employés du département et de la région, donc de l'ex-département et de l'ex-région, et payer les fournisseurs. Et pour ce faire, il faut absolument que les supports informatiques des deux collectivités permettent ce passage-là à la nouvelle collectivité. C'est-à-dire que si c'est mars 2015, il faut qu'au 1er avril 2015, la paye des employés de la collectivité soit assurée et que les fournisseurs fin avril 2015 soient payés. Ça, c'est vraiment une obligation. Je suis désolé, on explose le temps, mais j'ai quand même une question importante sur ce qui se passe en ce moment et ce qui va se passer demain, que le téléspectateur comprenne bien. Aujourd'hui, la région a son budget, son fonctionnement. Aujourd'hui, le département a son budget, son fonctionnement. En déficit, une fois que la collectivité unique aura lieu, qu'est-ce qui se passe? On redémarre à zéro? Comment on fait? C'est l'addition des deux budgets, pour faire simple. À ajouter à cela les fonds européens, donc l'ensemble fera plus d'1 milliard d'euros. Et les déficits, on fait comment? Mais on les récupère, puisqu'on travaille à budget constant, ce qui veut dire que les déficits qui grèvent un peu le Conseil général, mais qui ne sont pas liés, je ne vais pas rentrer dans la polémique politique, c'est lié à l'action sociale, exactement, oui, c'est structurellement déficitaire. Tout cela sera récupéré par la collectivité territoriale de Guyane, donc on devra faire avec. Je vais apporter une précision, même si vous avez des collectivités qui votent leur budget en déséquilibre, vous avez l'obligation, en principe, de voter un budget en équilibre. Donc on ne parle pas de déficit quand il s'agit de collectivités. Oui, on est d'accord. Très bien. Merci en tout cas. Ça sera l'occasion pour nous à nouveau de vous inviter un petit peu avant l'échéance, mais cette fois de faire un grand débat avec toutes les personnes avant de rentrer dans le dur, c'est-à-dire dans cette fameuse candidature. Qui sera candidat pour la collectivité unique? Ça sera autre chose. Nous aurons l'occasion de débattre ici sur le plateau. On a beaucoup débordé, mais c'était important pour les téléspectateurs d'ATG ce soir. Boris Chonksit, Fabien Canavi, merci d'être passé pour donner toutes ces explications. Allez, on passe aux chroniques. Non, Dom Laquezotte, oui, ce soir, à la coulée d'or, Dominique Nugent, extrait. Armand, il connaît Armand, mais pas forcément l'homme. Ouais. Donc, parce que Armand, tout le monde a Armand, donc il y a pas de gars qui connaît le mot de nom, mais pas forcément le mot. Tout ça, vous savez peut-être moins se connaître toi à présent. Il n'est pas ouais, Siawa. Parce qu'à l'époque, tu étais le pouce Siawa, mais il n'est pas Siawa. Côté ça, Siawa, c'est d'ailleurs. Non, mais Siawa fait sautant. Il fait sautant. Ça fait sautant. Un collector. Après, c'est un booster, tout bête. Ça finit. Tu vas regarder Siawa, tu vas mettre de l'autre côté? Non. Ah, il était surpris, mon vieux. Sauter pour des sauces enchères. Coulée d'or, tu auras bien dit non, coulée d'or. Ouais. Coulée d'or, c'est qu'il n'y a rien que des pépites à la coulée d'or. Même si c'est comment c'est bladé. Même on ne peut pas dire rénovation après, et puis ben, t'as mal fini. Non, mais coulée d'or à pépite, il y a un pépite. Ouais. Donc, coulée d'or, il ne peut pas gagner coulée d'or, c'est pas un pépite. Sérieux. Donc, rien qui pépite, il y a coulée d'or. Tout le monde est occasion à pépite, coulée d'or. Dites-nous, football, nous commençons à ramasser sur marqué. Donc, il fallait nous créer une association, puisque nous avons ramassé sur marqué comme ça, et puis nous l'avons ça. Donc, ça comme ça. Et puis après, les anciens, on a les Salmiers, Hygiène Jean-Louis, les anciens Christian Travano, tout ça. Nous étions petits bonhommes nous-mêmes, nous étions petits bonhommes à l'époque, mais nous étions là aussi, nous avons avec coup de main dans le Donc nous décidons, créer une association. Créer une association, nous commençons à retenir nos corps. Donc, association créée. Après, il faut nous créer une locale. Ouais. Donc nous montons, nous allons voir le conseil général à l'époque.
Feu Castor, qui est comme ça, nous nous domicile, il faut nous en association, nous avons fait des bons quartiers, nous pas de local. À présent, nous avons souhaité que d'autres viennent poser nous, puisque nous commençons là. Mais ça plus difficile. Mais pour nous, on a une barre structurée. Pas pousser nous, dans tout sens. Non, pas pousser nous qui pour faire domino, pour jouer below, pour faire temps. Ah, pas ça. Côté une bête structurée, côté monter des projets, pourquoi pas? Là, monter des projets qui continuer à animer. En ce moment-là, le cas plutôt fort avec le travail. Les autres, c'est ce soir, ça sera juste après le rendez-vous de l'info justement à la Coulée d'Or. Vanessa, le petit Couati, qu'est-ce donc? Exactement. On en parle? Oui. Allez, on en parle. Ouais, le jingle d'abord. Allez, Vanessa. Donc, le petit couati, un animal de la faune guyanaise, de la famille des ratons laveurs. C'est aussi un petit train touristique que vous devez croiser de temps en temps dans les rues de Cayenne, qui est une façon originale, donc je trouve, de découvrir ou de redécouvrir de manière différente les principales places historiques et culturelles de la ville de Cayenne. Donc, nous avons été faire un petit tour avec Théanie dimanche dernier. Je vous propose de voir les images. Parlez-nous du petit Couati. Alors, le petit train Couati, c'est un petit train qui s'occupe essentiellement de faire connaître aux Guyanais et au monde entier d'ailleurs l'histoire de la ville de Cayenne et par extension l'histoire de Guyane. Et donc, on a un travail sur un parcours d'une heure la plupart du temps. On a un travail pédagogique d'initiation à l'histoire avec un grand H et un petit H de la Guyane et de la ville de Cayenne. Et c'est un outil qui est utilisé par toutes les couches de la société et à tous les âges. Éduqué par des couatis, des agoutis et un gros cochon-bois qu'on a appelé Balou. Et c'est de là que vient l'histoire du livre de la jungle. Alors on pourrait s'attendre à avoir beaucoup plus de touristes étrangers faire cette visite, alors que pas du tout. On a même une majorité de Guyanais, de Cayennais qui veulent se réapproprier leur histoire, qui veulent connaître leur histoire. Et c'est un mouvement qui a dû être initié depuis des années. Et c'est vrai que maintenant, on a beaucoup plus de Guyanais qui viennent justement participer à ces visites. Et on a même un échange entre le guide que je suis et les passagers du petit train, puisqu'il y a certaines fois, il y a des gangans qui viennent faire cette visite et se rappellent justement, se remémorent certains aspects historiques de la ville de Cayenne. Et ils n'hésitent pas justement à rajouter, par rapport à leur mémoire, par rapport à leur vécu, des histoires que j'incorpore justement dans les thèmes de la visite. Alors on a plusieurs thèmes, c'est le même circuit, mais on a plusieurs thèmes différents et entre les différents hommes de Cayenne, qui ont fait Cayenne, les différents bâtiments, les petites histoires, les faits divers et tout, l'histoire de Cayenne est vraiment très, très, très peuplée d'imaginaire, c'est vrai, mais de faits historiques qui appartiennent à la fois au vécu personnel des gens et à la fois au vécu de la société guyanaise en général. Et donc, effectivement, je peux dire avec fierté que oui, les Guyanais se sont appropriés cet outil pédagogique qui est le petit train Couati. Voilà, donc une sortie très ludique pour petits et grands. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, le parking de la CCIG, c'est un ancien cimetière, donc nous l'avons appris dimanche. Et le petit rond-point de l'ancienne prison, c'est là qu'était placée la guillotine de l'époque. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, le petit Couati, visite guidée de la ville de Cayenne. Voilà, pour avoir un peu plus d'informations. Ce n'est pas Tonton Jo qui dira le contraire, parce que c'est lui qui raconte toutes ces histoires-là lorsqu'il était à l'époque à la radio, à Guyane Première. Ça sera nos deux invités tout à l'heure avec Gertrude Sénin, juste après la chronique de Théanie. Merci Vanessa. Théanie va nous dire ce qu'il faut manger exactement. Théanie. Eh bien, en fait, Gilles, comme vous le savez, de nos jours, on a un rythme donc, de vie qui est relativement effréné, ce qui nous pousse à chercher constamment à gagner du temps. Donc, le plus souvent, on gagne du temps sur la préparation de nos repas. C'est-à-dire que, non, on n'a plus le temps. Surtout les personnes qui travaillent n'ont pas le temps de se préparer des repas à emmener sur leur lieu de travail. Donc, ils favorisent malheureusement beaucoup plus la nourriture que l'on peut acheter dans la rue, ce qui est sandwich ou encore plat à emporter. Donc, aujourd'hui, nous allons un petit peu vous vanter les mérites des plats cuisinés qui sont
pas forcément gustativement très bon, mais au niveau nutritionnel, c'est vraiment la perfection. Donc, comme vous pouvez le voir sur ces images, malheureusement, suite au scandale de la viande de cheval, il y a eu une légère baisse donc, de la consommation, mais donc, les scientifiques se sont donc, rattrapés suite à ça, avec des contrôles beaucoup plus approfondis, beaucoup plus élevés. Et puis, il y a vraiment de nouvelles gammes. Donc, comme vous pouvez le voir à l'image, il y a une variété de plats qui est vraiment... Moi, j'aime bien, hein. J'adore ces plats-là. Et on peut dire que c'est pratique. Ils sont choisis, bon, les bonnes marques, on a vraiment une variété énorme. Ça peut aller donc, des marques à petit prix comme des grandes marques, des grands noms de la cuisine française qui produisent leurs propres plats préparés. Donc, à savoir qu'il y a une arrivée des box, je ne sais pas si vous connaissez tout ce qui est pasta box, qui a aussi beaucoup facilité les plats préparés puisqu'on peut donc les emporter, que ce soit sur le lieu de travail ou alors si on part pour un long voyage. Il suffit juste de les manger, de les mettre un petit peu à notre sauce. Et puis, une fois qu'on a fini, on peut les jeter. Donc, c'est vraiment cet aspect pratique. Et puis aussi, il faut savoir qu'il y a un accompagnement scientifique dans la préparation. Donc, niveau nutrition, tout est calculé en apport journalier. Donc, une fois que vous avez votre repas... On n'a pas l'impression comme ça, mais en fait, ces repas-là, on n'a pas l'impression. Ils sont très, très équilibrés. Oui, c'est vraiment ce qu'il faut, puisque tout est sous contrôle. Plus qu'un sandwich mayonnaise qu'on prend là sur place. Beaucoup plus. Un sandwich mayonnaise, c'est équivalent, même si vous avez des bonnes crevettes ou quoi que ce soit, c'est équivalent, on va dire, à un McDo. Puisqu'un plat préparé, c'est contrôlé, c'est fait en laboratoire, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Et puis, bien sûr, par rapport aux nouveautés qui sortent, on a vraiment de quoi varier notre alimentation. Donc, je préconise les plats préparés. D'accord, très bien. Je peux manger encore mon cassoulet alors? Oui, vous pouvez, Gilles. D'accord, très bien. Merci, Théanie. Avec nos deux invités, le Carré d'Or, c'est ce week-end à ne rater sous aucun prétexte. Les caméras d'ATG vont faire un petit tour dans les coulisses pour voir comment se préparent nos fameux Carrés d'Or, justement, 4 artistes que les Guyanais adorent. Gertrude Sénat avec nous, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Bonsoir. Merci de me recevoir. Avec plaisir. Et je salue tous les Guyanais qui nous écoutent. Et Tonton Jo ce soir. Bonsoir Gilles. Pour la première fois ici, hein, ça me fait plaisir de te recevoir. C'est la première fois, oui, c'est la première fois. Joseph Mondésir avec nous sur le plateau du Rendez-vous de l'Info. Alors, le Carré d'Or, le concept, rassembler 4 voix qui ont marqué une génération et cette génération qui arrive également. Est-ce que, première question, est-ce que vous allez chanter ensemble? Est-ce qu'il y aura des duos? Est-ce qu'il y a des choses magiques comme ça? Allez, on dévoile. Est-ce que je dois répondre, mon ami? Parce que... Donc j'ai déjà compris la réponse. C'est oui, mais c'est la surprise. C'est la surprise, je préfère la surprise. D'accord, très bien. Il y aura beaucoup de surprises. Beaucoup de surprises, je préfère. L'actualité de Gertrude Sénat et l'actualité de Tonton Jo. Gertrude Sénat d'abord, c'est quoi votre actualité? Eh bien, je fais des concerts de ci, de là, que ce soit des concerts spirituels dans les églises, comme le grand concert aussi que j'ai donné plus profane à l'Atrium de la Martinique pour la fête des mères. Je suis appelée à voyager, à me déplacer, à participer à beaucoup de manifestations culturelles, puisque je suis la marraine de ceci, de cela. Je vais faire quelque chose là en rentrant avec Céline Flériac sur la paix. Nous avons des interventions à faire, des messages à passer, et ma foi, je crois qu'il y a à faire dans ce domaine-là. Gertrude Sénat, c'est quoi un concert spirituel? Eh bien, un concert spirituel, c'est ce que vous pouvez voir surtout organisé dans les églises maintenant. On chante plus facilement dans les églises. Tout à fait. On amène nos tambours à l'église. Et moi, à l'église, j'emmène ce que j'ai appelé le créole spirituel. C'est-à-dire que nous avons créé nos propres morceaux à partir de nos propres rythmes. Ici, vous avez les rythmes de la Guyane. Nous avons aussi les nôtres, la Guadeloupe aussi. Nous, le rythme le plus traditionnel de notre culture, c'est le belay. Le belay avec les tambours. Ça correspond au goka de la Guadeloupe. Et le kaseko pour la Guyane. Alors nous avons le belay et j'ai composé des chansons où nous prenons ces musiques anciennes, ces rythmes anciens venant de l'esclavage et sur lesquels nous apportons des paroles spirituelles, créoles toujours. Et voilà, donc le message passe d'une façon... avec une autre proximité, avec un autre vécu, quelque chose de nous-mêmes. D'accord. Et voilà ce genre de concert spirituel. Regardez quelques images. Vous voulez dire, ça date de quand? Racontez-nous un petit peu la chanson, si en régie
Vous nous passez la chanson qui était juste dans l'oreillette tout à l'heure. Allez-y, ou l'autre. Alors, c'est Je suis debout devant la porte. Je suis debout devant la porte. Je suis debout devant la porte. C'est une chanson qui me donne toujours beaucoup de frissons. C'est une composition de Dalila Daniel, une grande compositrice martiniquaise, qui a composé cette chanson le soir. L'inspiration lui est venue et elle dit, écoutez, c'est pas moi qui l'ai composée parce que c'est venu comme ça, c'est sorti et je te donne cette chanson, il faut que tu la chantes. Et puis ça fait déjà quelques années que j'ai chanté cette chanson. On écoute un petit peu? Voilà. Allez, on écoute juste 20 secondes. Ouvre-moi, oh Seigneur, entrez dans ta maison sans pierre, où selon ton désir me conduisent mes pas. Tu es la seule demeure sur terre qui n'ait besoin de murs, de fenêtres et de toits. Magnifique, des paroles extraordinaires. Oui, là le texte est en français. Ça sera ça aussi samedi? Peut-être pas. Il y aura quand même un volet Parce spirituel. Que les gens vous mais attendent sur là-dessus le Belay, aussi. Oui. avec mon besoin anti-prière. Ah oui, ça c'est devenu l'hymne de Gertrude Seigneur. Voilà, ça c'est avec les tambours. Et vous aurez aussi le ballet Pomme Cannelle qui est venu de la Martinique, tout à fait, avec des chorégraphies vraiment étudiées pour ce spectacle aux Zéphyrs. Donc, Ralph Tamar, que vous allez bientôt recevoir. On va le recevoir demain. Voilà. Et Josimas, cette voix de la Guyane qui nous fait frémir. Ah, ça va être quelque chose. Et puis notre Tonton Jo. Ah bon, on va en parler justement avec Tonton Jo, on le sait déjà. Hein. Une soirée qui, j'en suis sûr, sera à guichet fermé. Tonton Jo avec nous ce soir pour ce carré d'or. Joseph, toi, ton public, il est divers. Hein. C'est-à-dire qu'il y a l'ancienne génération, la génération d'aujourd'hui et même les jeunes, parce que tu as chanté des chansons comme Pins, comme Domino. Voilà, ton public est large, Tonton. Oui, je me suis traîné un peu sur tous les rythmes, et puis ben voilà, et donc pour revenir sur la soirée du samedi, il faut dire que depuis après mes 3 concerts, tout à fait. Et le public en demandait. Le public a répondu présent. Ils étaient là. Et donc, justement, alors, à chaque coin de rue, à qui t'un prochain, à qui t'un prochain, à qui t'un prochain, à qui t'un prochain. Et donc, l'association Milice, Géraud Hygien qu'on salue. Et Madame Jean-Marie Brigitte, un jour, ils ont décidé, ils m'ont dit, bon, tonton, chaque fois on nous appelle au téléphone pour nous demander le prochain spectacle. C'est comme, mais moi, je me réfléchissais, je me disais, mais qu'est-ce qu'on va faire encore? Puisque on a fait le tour avec les artistes. J'ai reçu Serge Touloup, on a fait le duo Choc avec Serge Touloup. J'ai reçu aussi Nadine Léo de Saint-Laurent, les Suite Way. Enfin, on a fait le tour un petit peu avec les artistes de Cayenne. Alors, à l'autour de la table, Madame Géraud Hygien me dit, ben tonton, qu'est-ce qu'on va faire? Alors Jérôme m'a dit, écoute tonton, il y a une dame que tu aimes beaucoup, Gertrude Seigneur. Là, c'est où? Alors j'ai dit, mais tu pourras la faire venir? Il m'a dit, mais tonton, si tu le veux, on pourra. Dès que Dieu nous donne la force, on fera ça. Et finalement, et puis après on a réfléchi, il ne faut pas faire Gertrude seule, il faudra faire, je serai entouré de 2 dames. Voilà. Qui veut dire notre Josimas, bien sûr. Et puis on a choisi. Pourquoi? Parce que c'est de la biguine. Et moi, j'aime la biguine et j'aime la mazurka. On a choisi exactement Ralph Tamar. Ok. Et puis Dieu merci, elles sont là avec moi. Je suis très, très, très heureux. Et voilà le carré d'or. Allez, d'or. Vanessa, une question. Alors, une question. Donc, au niveau des surprises, est-ce qu'il y aura des duos du type intergénérationnel comme vous avez pu le faire avec Warren lors des Lindor? Ben oui. Tu me fais dévoiler des trucs. Tu es au courant de certaines choses? Pas du tout. Tu me fais dévoiler des trucs. N'en dis pas plus, tonton. On ne dit pas plus, on ne dit pas plus. Ah oui, avec Warren, c'était magnifique. Avec Warren, donc peut-être que ce soir-là, il y en aura. Il y en aura. Ne dis pas tout. Il y en aura. Mais on aura déjà des duos avec le public. Et avec tous ceux qui seront là, qui chanteront avec nous, parce qu'on ne va pas chanter tout seul. Hein. Alors là, ce sera... Une image. Est-ce qu'on peut mettre l'image de la chanson qui est dans mon oreillette avec Joseph Mon Désir ce soir?
Regarde cette image. Alors, quelle chanson extraordinaire. Ça, c'est une chanson qu'on connaît hein, à la base, bien sûr. Repris version latino. Et tu chantes dessus. Tonton Jo, raconte-nous un petit peu l'histoire de cette... Eh bien, lorsque monsieur... Marimoutou, Jean Marimoutou, depuis très longtemps, il me suit très longtemps, je ne sais pas comment dire, mais ce monsieur-là, il m'aime beaucoup. Oui, il m'aime beaucoup. Alors donc, il aimait Le Fils de l'esclave, parce que ça ressemble un petit peu vraiment l'histoire de nous. Alors il m'a dit, tonton, moi qui prends ça chanter, moi qui point, et moi qui fait une surprise. Alors je lui dis, mais d'accord. Et puis un beau jour, il m'a invité chez lui, il m'a fait écouter le CD, Le Fils de l'esclave. Et puis un jour, il m'a invité avec le groupe. On écoute un petit peu? Allez, écoutez juste 2 secondes. Yo guardé las cadenas, je suis le fils de un esclavo negro. Là, le soleil brille toujours pour nous. El cielo se pone muy azul para los enamorados de aquí. Voilà, on vous donne envie simplement d'y aller, mais je sais qu'à partir de demain, après cette émission-là, je vous dis franchement, allez vite récupérer vos places parce que c'est au Zéphyr, hein, ce n'est pas au stade de Baduel, il n'y a pas 10 000 places, hein, on vous connaît, c'est toujours comme ça, on a l'habitude, hein, à la dernière minute, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. Donc attention, faites vite, bravo à Géraud Higin, sa femme, hein, pour l'organisation. L'association Milice. Rassemblez vos 4 voix, quelle belle idée. Merci Gertrude Sénat. Merci, moi je vous remercie. À samedi. À samedi, j'espère que nous serons tous là et puis nous qui chanter. Merci tonton Jo, à samedi. Merci. À très bientôt. Voilà, c'est comme ça qu'on se dit au revoir. Demain, on parlera bien sûr avec d'autres invités comme Josimas ou Ralph Tamar. Puis demain, nous aurons également le patron du CNES, Bernard Chemoul, en invité du rendez-vous de l'info. C'est comme ça qu'on se dit au revoir. À demain les filles. À demain. Bonne soirée. Allez, sans plus tarder, BFM TV. N'oubliez pas, hein, juste après, Dom Laquezotte à la coulée d'or. Bonne soirée, à demain.